tactique du diable de Clive Staples Lewis, 26e lettre. Mon cher Wormwood, c'est sûr, le temps des fiançailles est tout indiqué pour semer les graines de ce qui lèvera 10 ans plus tard sous la forme de querelles domestiques. L'envoûtement, créé par le désir insatisfait, assure les hommes des effets que ceux-ci peuvent facilement confondre avec ceux de la charité chrétienne. Profite donc de l'ambiguïté du mot amour, pour leur faire croire qu'ils ont résolu par l'amour les problèmes qu'ils n'ont en réalité qu'écartés ou remis sous l'influence de cet envoûtement. Et tant que celui-ci durera, il y a des chances que tu puisses, en secret, multiplier les problèmes et même les rendre chroniques. Le problème capital est celui du désintéressement. Remarque une fois de plus le travail admirable de notre section philologique, qui a réussi à remplacer le mot charité, qualité positive prônée par l'ennemi, par le mot désintéressement, qui a une connotation plutôt négative. Grâce à cela, tu peux, dès le début, apprendre à un homme à renoncer à certains avantages, non pas pour en faire profiter les autres, mais pour se faire passer pour un être désintéressé. C'est déjà un grand point de gagné. Lorsque nous sommes en présence d'un homme et d'une femme, nous pouvons aussi tirer profit de la divergence d'opinion que nous avons provoquée entre les deux sexes sur le sens du mot désintéressement. À entendre une femme, il veut surtout dire s'inquiéter pour les autres. Si l'on en croit l'homme, il signifie plutôt ne pas les inquiéter. Il s'ensuit qu'une femme, qui est déjà assez avancée au service de l'ennemi, risque d'indisposer tout le monde contre elle, bien plus que n'importe quel homme, à moins que celui-ci soit complètement sous la domination de notre père. Et inversement, un homme pourra vivre longtemps dans le camp de l'ennemi avant d'entreprendre le nombre d'actions généreuses qu'une femme tout à fait ordinaire accomplit chaque jour. Ainsi, tandis que la femme pense avant tout à se mettre au service des autres, et que l'homme se préoccupe principalement du respect de leurs droits, chacun pour sa part, sans la moindre inconséquence apparente, verra dans l'autre un être foncièrement égoïste. À toutes ces confusions, tu peux encore en ajouter quelques autres. L'envoûtement érotique produit un état de complaisance mutuelle, ce qui fait que chacun a vraiment du plaisir à se plier aux volontés de l'autre. Ils savent tous deux que l'ennemi exige d'eux un certain degré de charité qui, s'ils l'atteignent, leur dictera ce genre même de conduite. Il faut qu'ils fassent de cet esprit de sacrifice la règle pour toute leur vie conjugale. Pour le moment, il jaillit tout spontanément de leur envoûtement. Mais une fois que celui-ci sera dissipé, ils n'auront plus assez de charité pour s'en tenir à cette règle. Ils ne voient pas le piège parce qu'ils sont doublement aveuglés. Ils prennent l'attrait sexuel pour de la charité et ils s'imaginent que cet attrait durera indéfiniment. Une fois que ce genre de désintéressement, réel ou fictif, sera devenu la règle pour eux, que leurs ressources affectives ne seront plus suffisantes, et leur dynamisme spirituel encore trop faible pour la respecter, nous obtiendrons les résultats les plus réjouissants. Lorsqu'ils discuteront de n'importe quelle entreprise commune, A plaidera obligatoirement pour les désirs qui sont censés être ceux de B, et contre les siens, tandis que B fera l'inverse. Il sera donc souvent quasiment impossible de savoir quels sont les désirs réels de l'un ou de l'autre. Avec un peu de chance, ils finiront par faire ce que ni l'un ni l'autre ne désirent.
mais chacun des deux éprouvera une agréable sensation de propre justice, tout en nourrissant la pensée secrète qu'il a droit à un traitement préférentiel du fait de son désintéressement, et une irritation sournoise contre l'autre parce qu'il ou elle a accepté son sacrifice avec tant de facilité. Plus tard, tu pourras t'aventurer à engager ce que j'appellerais le combat des illusions généreuses. Le jeu se joue de préférence avec plus de 2 joueurs. Par exemple dans une famille où il y a déjà de grands enfants. On propose quelque chose de tout à fait banal. Disons de prendre le thé au jardin. Quelqu'un s'arrange pour faire sentir aux autres, mais sans souffler mot, qu'il préférerait le prendre ailleurs, mais qu'il est prêt à se ranger à la vie générale par désintéressement. Les autres retirent instantanément leur proposition en prenant bien soin de lui faire comprendre qu'ils le font par désintéressement. Mais la raison profonde en est qu'ils ne tiennent absolument pas à servir de mannequin sur lequel le premier personnage peut faire l'essayage de ses petits élans d'altruisme. Mais celui-ci ne va pas se laisser priver de son orgie de désintéressement. Il insiste pour faire ce que les autres désirent. Eux, de leur côté, insistent pour faire ce que lui désire. Les passions sont attisées. Bientôt quelqu'un dit « Très bien, dans ce cas, je ne prendrai pas de thé du tout ». Une vraie dispute éclate, avec d'amers ressentiments de part et d'autre. Tu vois comment cela se passe. Si chaque partie avait formulé, en toute franchise, ses propres désirs, tous seraient restés dans les limites de la raison et de la courtoisie. Mais, parce que le débat est interverti et que chaque partie livre la bataille de l'autre, toute l'amertume qui découle des frustrations de leur propre justice et de leur obstination et des griefs qui se sont accumulés pendant les 10 dernières années est masquée par ce désintéressement, fictif ou réel, qui caractérise tout ce qu'ils font ou, du moins, elle leur paraît de ce fait parfaitement excusable. Chacun est d'ailleurs très conscient de la médiocrité du désintéressement de l'autre et de la fausse position dans laquelle celui-ci essaye de le mettre. Mais chacun s'arrange pour se sentir lui-même innocent et malmené sans être pour cela plus malhonnête que le commun des mortels. Un homme sensé a dit un jour « Si les hommes savaient tous les mauvais sentiments que fait naître le désintéressement, les prédicateurs ne feraient pas un tel éloge de cette vertu. » Mais encore, c'est le genre de femme qui vit pour les autres, et ces autres, vous les reconnaissez facilement à leur air traqué. Tout ce que je viens de te dire, tu peux déjà le commencer pendant la période des fiançailles. Un peu de réel égoïsme chez ton protégé peut s'avérer à la longue beaucoup moins utile pour gagner son âme que les premiers signes de ce désintéressement raffiné et contraint qui a une chance un jour de s'épanouir de la façon que je viens de te décrire. Un brin de fausseté l'un à l'égard de l'autre, un peu de surprise de sa part à lui, en voyant que la fille ne se rend pas toujours compte combien il est désintéressé, peuvent dès maintenant être introduits à la dérobée. Prends bien soin de tout cela et, surtout, ne laisse pas remarquer quoi que ce soit à ces 2 idiots. S'ils s'apercevaient de quelque chose, ils ne tarderaient pas à découvrir que l'amour ne suffit pas, que la charité est indispensable, mais qu'ils ne la possèdent pas encore complètement et qu'aucune règle extérieure ne peut la remplacer. Je souhaite que Slum Trimpet puisse faire quelque chose pour saper le sens du ridicule chez la jeune femme. Ton oncle affectionné, Screwtape.